Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est le 28 novembre. C'est le dernier vendredi du mois de novembre et c'est une sorte de vacances, au moins du point de vue boursier, parce que aux États-Unis, c'est finalement aujourd'hui vendredi, c'est après hier qui était jeudi et c'était le Thanksgiving Day, donc l'action de grâce américaine. Donc la bourse aussi, la journée comme aujourd'hui, lundi, fermait à 1 heure. Et donc, finalement, ça fait aux États-Unis comme un long congé, si on peut dire comme ça, de 4 jours. Est-ce que ça va perturber le marché? Historiquement parlant, le marché est à la hausse quand il y a l'action de grâce, parce que là, on remercie Dieu finalement, ou enfin le Créateur, de voir que tout va bien, on mange, puis on est bien, puis tout ça, avec la dinde, et puis tout ça. Mais euh, est-ce que c'est bon? Je sais pas. On verra lundi. On verra lundi si le marché s'en va à la hausse finalement, comme ça fait dans les statistiques à peu près depuis 60 ans, je crois. Vous savez, si vous voulez avoir les statistiques, il faut prendre l'almanach. Le stock almanach, ça coûte quand même une trentaine de dollars US, sauf erreur. Et puis, il vous donne jour après jour quels sont finalement, où était le Dow Jones, le S&P 500, etc., jour après jour. Et à partir de ça, on peut dire, ah, aujourd'hui, c'est la date comme il y a 1 an. Et puis, le Dow Jones, il y a 1 an, avait fait ça, ça, ça. Est-ce que c'est utile? Non, mais c'est simplement folklorique. C'est intéressant à lire. Vous devrez une fois demander qu'on vous fasse un cadeau, l'almanach, donc le stock almanach. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il donne des stratégies, il donne toutes sortes d'affaires. Mais c'est comme ça, c'est juste une belle lecture à faire. Et voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des barrières commerciales. Donc, les barrières commerciales, parce que ça vient toujours à l'idée avec M. Trump, avec ses barrières commerciales, c'est ça qu'il a vu. Imaginez toujours la Suisse qui vendait beaucoup d'or en Amérique du Nord. Elle vendait les montres, elle vendait le chocolat, puis elle se retrouve avec des tarifs très élevés de M. Trump. Donc, euh, pourquoi les tarifs dans le cas de la Suisse? C'est parce que la Suisse n'importe rien des États-Unis. Elle importe seulement les dollars qu'elle gagne. Donc, il y a un déficit commercial énorme entre finalement la grandeur des États-Unis comme marché et la petite Suisse là, qui est tout un petit pays finalement. Donc, c'est ça une idée de qu'est-ce que c'est les barrières commerciales. Ça, c'est un exemple vivant qu'on a avec Monsieur Trump. On n'a pas la même chose avec le Canada, mais le Canada, c'est un autre atout finalement, un autre sujet. Mais ici aussi, on a eu l'idée d'avoir des tarifs et tout ça. Mais tout compte à fait, ces tarifs ne nous affectent pas vraiment énormément. Voilà. Pas autant que ça pourrait être dans le cas des Suisses. Finalement, le sujet, les barrières commerciales. Donc, question, c'est qu'est-ce que c'est une barrière commerciale? C'est la mesure mise en place par un État pour limiter ou régler les échanges internationaux. Typiquement, les tarifs de M. Trump. L'objectif, quel est l'objectif? Protéger l'économie nationale ou atteindre un enjeu stratégique. Dans le cas de M. Trump, c'est essentiellement l'économie nationale. Ensuite, quels sont les types? Il y en a deux catégories de ces barrières commerciales, une tarifaire et une non tarifaire, c'est-à-dire une basée sur des tarifs, comme celle de M. Trump, et aussi ça peut être non tarifaire sur autres sujets qui peuvent toucher à la politique, à la défense, etc. Donc, les barrières tarifaires, donc, c'est des droits de douane. La façon comment ça se fait, là, c'est donc des droits de douane. Là, taxe imposée à l'importation. La marchandise arrive dans un port, par exemple dans ce cas des États-Unis, et puis il ne peut pas être libéré du port et être mis en la vente au public sans augmenter son prix de tarif en question. Ensuite, l'objectif est rendre les produits importés plus chers. C'est ça qu'on veut. On veut que, théoriquement, on veut produire plus dans le pays, comme ici, et ne pas devoir payer pour avoir un produit qui est importé d'ailleurs. Donc, on préférerait avoir le produit ici, fait ici. C'est ça l'idée. L'exemple, par exemple, c'est droit de 25% sur l'acier importé. Ça, c'est par exemple, je crois, ça touche le Canada, c'est-à-dire une taxe sur l'acier importé parce que ne favorise pas l'économie américaine dans ce cas parce que les États-Unis produisent aussi de l'acier, etc.
Donc, les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les barrières non basées sur un tarif comme Monsieur Trump. Alors voilà, c'est des quotas, c'est des limites quantitatives d'importation. Donc, on ne peut pas importer plus que tant de chocolat, si on peut dire que ça, ou tant de bouteilles de champagne, par exemple. Les normes sanitaires ou techniques, ben, sanitaires, oui, on se comprend. Pendant, pendant des années, des années, des années, par exemple, c'était interdit de porter en Amérique du Nord, au Canada, importer de la viande qui venait, par exemple, d'Europe. Pourquoi? Parce que c'était arrivé beaucoup d'années avant, finalement, je parle d'il y a peut-être une centaine d'années, et on a importé finalement de la viande d'ailleurs et c'était contaminé, puis ça a créé un désastre avec les animaux, les bétails d'ici. Et depuis est arrivée une interdiction de porter donc de la viande. Cette norme n'existe plus, je crois, aujourd'hui, mais il y a 60 ans, c'était vraiment une norme. Je me souviens très bien parce que une fois je reviens au Canada et avant de moi, une famille italienne qui arrivait ici en Amérique du Nord. Finalement, le douanier a voulu ouvrir les bagages et puis il avait demandé aux gens, avez-vous quelque chose à manger? Mais ils étaient réticents à dire oui ou à dire non, finalement. Donc le douanier savait qu'est-ce que ça voulait dire. Donc il a fait ouvrir les bagages et s'est sorti un paquet de salami et un paquet de choses que naturellement pour ceux qui l'importaient, c'était finalement parler encore du pays d'origine. Ils quittaient un pays pour s'installer dans un autre, et finalement, c'était un souvenir, au fond, du pays qu'ils laissaient. Mais finalement, le douanier, sans pitié, mettait ça à la poubelle et puis détruisait tout ça. Donc ça, c'était pour des normes sanitaires. Subventions aux producteurs locaux, ça aussi pour favoriser la production locale, et restrictions administratives, naturellement des complications du côté administratif. Pourquoi instaurer des barrières? Donc, le but principal, c'est de protéger les industries naissantes. C'est-à-dire, il y a des industries qui se lancent dans un pays et puis elles se retrouvent avec une concurrence qui vient de l'étranger et donc elles n'auraient pas la possibilité de se développer à cause de la concurrence de l'autre pays. Donc, on met une barrière à l'arrivée de marchandises de l'autre pays pour favoriser l'industrie locale. Donc, c'est aussi pour sauvegarder l'emploi local, c'est réduire la dépense stratégique, c'est-à-dire le fait de dépendre finalement d'autres pays aussi pour des choses essentielles, et ça améliore la balance commerciale. Quels sont les effets et, enfin, quelles sont les limites et effets indésirables? Ça crée la hausse des prix, c'est-à-dire si on empêche un produit qui n'est pas cher, qui vient de l'étranger, avec avec un produit qui est fait ici. Bon, c'est bon pour l'emploi d'ici, c'est bon pour le développement de l'industrie d'ici, mais il y a une hausse des prix pour les consommateurs. Pourquoi? Parce que ici, peut-être, on n'est pas capable de produire à un prix de concurrence comme le produit étranger. Ensuite, vous avez le risque de représailles commerciales. Ça, c'est une limite. C'est-à-dire, un pays se fâche et puis de dire, ah, tu me mets des tarifs, et bien moi, je te mets des tarifs aussi. Diminution de la compétitivité interne. Oui, parce on favorise une production locale et donc finalement ça crée comment dire, finalement, une distorsion de la compétitivité interne du pays. Et ça crée des distorsions du marché. Donc, quel est le rôle des institutions, parce qu'il y a des institutions internationales pour favoriser finalement pour éviter ces barrières commerciales? Donc, vous avez le OMC qui est de l'arbitrage des conflits et promotion de libre-échange, mais aussi vous avez les accords commerciaux. Par exemple, en Europe, ils sont 27 pays, je crois. Donc, ils ont des accords commerciaux entre eux. Ensuite, il y a par exemple l'accord, le USMCA, qui est finalement les États-Unis avec le M, c'est Mexique, CA, c'est le Canada. Donc, c'est le traité qu'on a entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ensuite, le ASEAN, le ASEAN, ben, c'est la même chose finalement comme le cas mettons, en Europe, mais basé sur certains pays européens, asiatiques. Et aussi, il y a des engagements bilatéraux entre un pays et un autre. Voilà. Des études de cas, par exemple, il y en a quelques-uns. Barrières sur les produits agricoles. Subventions massives en Europe et aux États-Unis. On subventionne donc la production aux États-Unis, on subventionne la production en Europe, ça c'est les Européens qui le font pour eux, et finalement,
ça crée finalement comment dire, des barrières, parce que finalement, ça sert à développer le produit local et puis ne pas favoriser l'importation. Donc, quel est l'impact sur les pays en développement? Et ça, c'est pour les pays en développement, c'est pas bon, naturellement. Et débat de la compétitivité et l'équité. Une chose, c'est les choses qu'on pourrait dire justes, de bon sens, et une chose, c'est la compétitivité. En fait, la réalité, c'est qu'on veut faire le bien du pays dans lequel on est et ne pas se faire siphonner nos richesses qui vont à l'étranger. Quelles sont les barrières commerciales et géopolitiques? Donc, les sanctions économiques comme forme extrême de barrière. Donc, c'est vraiment une forme extrême de barrière. C'est ce que M. Trump a fait, mettons, en début d'année, et puis ça a été comme une sorte de scandale planétaire. Et ça a surpris beaucoup de monde. Personne ne s'attendait à une chose comme ça. Et puis finalement, aujourd'hui, on en parle moins, mais c'est sur le moment, ça, ça a créé l'impression qu'on bloquait le commerce mondial. Chose que, heureusement, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Utilisation stratégique pour influencer les politiques étrangères. Donc, finalement, c'est ça. Si un pays veut faire de la pression sur un autre pays, ben, il le bloque avec des sanctions. C'est par exemple, je crois que à cause de la guerre en Irak, pardon, en Ukraine, par exemple, le pétrole russe ne devrait pas être vendu à d'autres pays. Donc, c'est ça l'utilisation stratégique pour influencer les politiques étrangères. On veut bloquer l'afflux d'argent qui vient de la vente de pétrole de la part des Russes à d'autres pays. Et donc, donc une façon de faire de la politique à l'étranger. Ensuite, il y a une importance croissante dans un monde multipolaire. C'est-à-dire ces barrières, vu qu'on devient de plus en plus libre finalement de commercer avec qui on veut, finalement, en réalité, ces barrières-là deviennent importantes parce que politiquement, c'est pas toujours le bien du pays. Et voilà. Et c'est tout pour le moment. On vit vraiment dans un monde de barrières comme ça. On a vécu des moments vraiment intéressants. Je me souviens quand est né, par exemple, l'ALENA, finalement l'accord entre mettons, le Canada et les États-Unis en 1980 et quelques, et ça a été un succès énorme. Ça a permis de développer le marché canadien qui pouvait vendre aux États-Unis sans les tarifs, tandis qu'avant, le Canada devait vendre en Europe, par exemple, ou en Asie. Mais avec les États-Unis, ça ne marchait pas. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait mettons, ma femme et moi, on voulait un four à micro-ondes. Là, je parle de 1882, 86, et on achetait un four à micro-ondes, et le four à micro-ondes au Canada, ça coûtait 500 $. 500 $, imaginez, il y a peut-être 40 ans et quelques, et pour un four à micro-ondes. Par contre, on allait, par exemple, voir à Plattsburgh, on faisait beaucoup de gens de Montréal aller voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on allait à Plattsburgh, et le même four, ça coûtait 100 $. Ça, c'était l'histoire des tarifs. Donc, encore une fois, si on ne faisait pas partie d'un accord particulier, on payait un plein prix pour la marchandise qu'on emportait. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, on espère que finalement, lundi, le marché soit à la hausse selon les traditions de l'almanach, enfin du stock almanach en question, que je vous suggère vraiment de vous procurer une copie, parce que c'est vraiment amusant. Une fois dans la vie, au moins, ça vaut la peine. Bon, ben, bonne fin de semaine à tout le monde.